guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Du coup ça va être un vlog sur l'Égypte comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Ça fait déjà 12-13 jours que je suis ici, c'était la fin du ramadan, il y a eu 3 jours de fête de l'Aïd, ici c'est 3 jours. Du coup le vlog ne commence que maintenant, mais parce qu'avant en fait on n'a pas trop bougé, on n'a pas trop fait grand chose, mais dans tous les cas je vous mettrai quelques petits extraits de ce que j'ai fait. En tout cas aujourd'hui, première activité d'une certaine manière qu'on va faire, on va aller voir en fait le musée de la guerre, principalement pour la guerre du 6 octobre. Alors la guerre du 6 octobre, qu'est-ce que c'est? Guerre Égypte-Israël, l'Égypte a gagné cette guerre forcément, et le 6 octobre, ici il y a une ville qui s'appelle le 6 octobre déjà, et c'est le jour de fête nationale forcément. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette guerre? Parce qu'en fait Israël nous avait volé le Sinaï. Alors qu'est-ce que c'est que le Sinaï? Le Sinaï c'est ce bout d'Égypte qui n'est pas en Afrique mais qui est en Asie et qui est frontalier avec la Palestine. Donc ils nous ont volé ce Sinaï pour faire je ne sais quoi, mais bon, les Israéliens ils aiment voler des terres quoi. Pendant le mois de Ramadan et le Ramadan qui a suivi, du coup l'armée en fait a passé tout le canal de Suez à pied pour pas se faire détecter par les radars etc. On est rentré dans le Sinaï et on a repris le Sinaï. Donc c'est la dernière fois qu'on a fait la guerre à Israël, parce qu'après il y a eu des accords qui ont été signés. En gros je vous explique, ils ont flippé, ils se sont dit non là on arrête de les emmerder, ils sont un petit peu trop forts. Du coup ce qu'on va faire, on va envoyer les États-Unis pour faire genre un accord de paix entre l'Égypte et Israël. Comme ça Israël ne peut pas attaquer l'Égypte et l'Égypte ne peut pas attaquer Israël. Ce qui explique beaucoup de choses aussi pendant le génocide qui a lieu devant nos yeux en Palestine malheureusement. On va aller voir le panorama du 6 octobre. C'est dans le Nouveau Caire. Et c'est juste à côté de l'armée de terre, les forces spéciales, tout ça. Donc écoutez, je vous emmène avec moi, j'espère que j'aurai été claire. Je vais voir s'il y a un guide et je vous ferai la traduction évidemment là-bas. Allez, à tout de suite! Alors ici, les grands trucs comme ça, c'est le stade du Caire, le stade de foot. Donc voilà, ici on a l'entrée du stade de foot. On va pas voir le stade parce qu'il est vraiment un petit peu plus loin. Coucher de soleil. C'est trop bien. المعلومات التاريخية المرتبطة به على شاشات العرض. كما يمكنكم التعرف على أبرز الأسلحة التي شاركت في حرب أكتوبر لكل من القوات النازية، وكيف قاوم المصريون الهزيمة واستعدوا للعرب.
نجاح مصر في صد العدوان الثلاثي الغاشم عام 1956 وما تلاه من أحداث عززت من قوة مصر وقيادتها وشعبها، اعتبرت إسرائيل أن أمنها ووجودها مهدد تهديدا غير مسبوق. ولم يكن على مصر أن تواجه قوة الردع الإسرائيلية المتمثلة في قواتها الجوية في محافظة الشرقية، ليستشهد ويصاب عشرات الأطفال الأبرياء، مما أشعل غضب المصريين شعبا وجيشا. من قبل قواتنا المصرية، وتبدأ قوات الدفاع الجوي في اتباع تكتيكات الكمائن لإسقاط الطائرات الإسرائيلية بشكل مكثف. معركة التحرير الفاصلة، إلا أن مصر تفقد في هذه الأثناء الرئيس جمال عبد الناصر في 28 من سبتمبر عام 1970 في يوم حزيبة. قبل أن تبدأ ملحمة العبور العظيم في 6 من أكتوبر عام 1973، كان الاستعداد للحرب المجيدة على أشده ويضعف قدرته على المواجهة. واشتركت الجبهتان في وضع خطة خداع على المستويات كافة، مقرونة بتوقيتات محددة للتنفيذ، للإيحاء للمجتمع الدولي بعدم وجود نية. ستظل حرب أكتوبر عام 1973 علامة فاصلة في تاريخ مصر الحديث. سيناء حافظة لدماء المصريين الذكية التي روت رمالها، وحاضنة لأرواح الشهداء الطاهرة التي افتدت تراب الوطن بأغلى ما لديها، الحياة. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 3 من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
on est en train de rentrer. Et le panorama c'était incroyable. Je pense que vous allez voir de vous-même dans la vidéo, c'était hyper intéressant. En gros je vous explique, là vous avez les gens garés normalement. Et ici les gens ils mettent pas le frein à main et ils se garent devant. Comme ça par exemple si moi je suis garée derrière, je viens, je pousse cette voiture comme en Thaïlande. Et après bah, je peux sortir tranquillement de ma place. Alors ça du coup c'est la pyramide de Khéops, donc la plus grande. Ensuite Képhren et tout là-bas Mykérinos. Je suis désolée mais le sol ça fait que des va-et-vient donc si je tombe bah, vous allez tomber avec moi. Donc désolée si vous avez le tournis. Là vous voyez la hauteur. Moi j'arrive à cette taille. Franchement si je me casse pas la gueule avant de partir, je suis très chanceuse. Très chanceuse. Cette fois j'ai failli me casser la gueule. Ensuite là vous voyez les pyramides, elles sont, enfin les pierres qui ont été utilisées, elles sont presque collées et plus vous montez, plus on voit moins la démarcation. Du coup on n'est pas devant Khéops mais devant Képhren. Là vous voyez les pierres elles sont beaucoup plus basses. Là sur celle-ci on peut monter dessus et faire des photos tranquillement. Mais vous voyez en fait, on voit pas la séparation entre les pierres. Tellement c'est collé ensemble. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lendemain, je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Du coup là on retourne au Grand Musée parce qu'en fait hier la visite guidée c'était à 17h30. On est parti à 15h, on n'allait pas attendre 2 heures. Donc nous revoilà.
Alors pour votre savoir, quand on prend une statue et qu'on voit que le pharaon il a la jambe avant, ça veut dire que la statue elle a été faite de son vivant. Et quand par exemple il a les bras croisés avec les sceptres et les jambes du coup l'une à côté de l'autre, ça veut dire que la statue a été réalisée une fois qu'il était mort. كان يعتقد أنه المعبود الأول أصل الكون والمعبودات، واهب الحياة للكائنات كما وهبها للنبات، وجعل الحياة تفيض في وادي النيل، أضاء سماؤها بالنجوم، صانع الحياة وما بعدها.
أرض الأهرامات وأهلها، جوهرة تلمع تحت ضوء النجوم، وكأن مياه النيل تراقص نجوم السماء في رقصة خالدة أبدية. هذه الأرض التي كنت أحكمها يوما. دعوني أخذكم في رحلة عبر الزمن، رحلة لن تنسوها. بعد ملايين السنين، حيث نقش الفنانون الحياة على الحجر وضربوا لنا تحفا جميلة تحكي لنا عن عظمتهم. تعالوا بنا في رحلة عبر الزمن لتعيشوا أيامي.
Bon, guys, du coup, l'exhibition de Toutankhamon, c'était incroyable. Genre, si vous venez réserver sur le site internet, payer sur le site internet, ici ou là-bas, c'est exactement les mêmes prix. Moi, la deuxième fois, j'ai réservé sur le site, du coup. Comme ça, tu rentres directement, c'est bien. Et franchement, de nuit, c'est trop beau. Donc, venez à 17h30. Parce que c'est vraiment magnifique. Bon, là, ça ressort pas bien à la caméra, mais c'est très très beau. Donc là, l'exhibition de Toutankhamon, c'était à peu près 30 minutes. Et ensuite, il y a la visite du musée. Donc là, je vais aller récupérer le petit casque audio. Du coup, donc j'ai récupéré les écouteurs. En gros, ici, partout où vous allez, vous prenez votre carte d'identité. Si vous n'avez pas de carte d'identité, vous prenez votre passeport. Mais là, du coup, j'ai laissé mon passeport. Et quand je finis, je reviens, je ramène et je récupère mon passeport. Voilà, comme ça, donc, vous savez. C'est très clair. Je sais pas du tout si ça se met comme ça ou si ça se met sur l'autre oreille. Non, à mon avis, c'est l'oreille gauche. Ça devrait le faire. Alors du coup, la visite du musée, elle commence dehors avec du coup donc l'obélix que vous voyez juste là de Ramsès. Et en gros, donc le guide, il expliquait que ce musée a été créé principalement parce que quand on demandait aux Français de récupérer les pièces qui sont dans le Louvre, ils nous ont dit mais de toute manière, vous n'avez pas de place, vous allez les exposer où? Du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce musée. Donc là, la première partie du musée qui est ouverte, il y a 100 000 pièces qui sont dédiées à l'Égypte antique. Et ensuite, il y a d'autres pièces qui ne sont pas dédiées à l'Égypte antique. لو حضراتكم رحتوا معابد الكرنك في الأقصر أكيد اللي راح لاحظ المسلة الضخمة بتاعت الملكة حتشبسوت. الهرايم الصغير ده كان القمة بتاعت المسلة الضخمة للملكة حتشبسوت التي تزن حوالي 230 طن. زي ما احنا شايفين الإله آمون هو اللي جالس على العرش كان أمامه. Alors ça du coup c'est le sphinx de Ramsès II et de Mereptah, donc sa fille. مرحلة الثبات والاستقرار. هو مفتاح الحياة، يعني ايه مفتاح الحياة؟ ما انا معايا هنا اتنين. في رأي بيقول تاني ان شكل المفتاح الحياة بيرمز لشكل الدلتا مصر وفرع النيل. لا بس هو في الحساب بيستعملوا الرقم 8 اللي هي تاريخ عريق ما شابه حد يمكن في العراق شوية بس. توابيت وتنتهي بمشهد بانورامي لأهرامات الجيزة باعتبارها أعظم مقابر الملوك في الأرض. والتوابيت دي بتحمل العديد من الاستفسارات ليست لها أجوبة حتى الآن. Donc là, il a expliqué qu'en fait, ce tombeau, c'est celui du roi Khufu. Donc celui qui a... Il a une pyramide à son nom également. Donc ce tombeau date du temps des pyramides. Et en fait, au niveau des petites gravures qu'il y a ici, donc on ne sait pas comment ça a été fait au vu de la précision, même les espaces entre. Donc il y a des gens qui disent qu'à l'époque, peut-être qu'ils utilisaient déjà du laser parce que c'est précis tel un laser en fait. Bon guys, du coup la visite c'était génial, je vous conseille vraiment de le faire, mais attendez que ça ouvre tous les autres côtés parce que sinon... Enfin, c'est super intéressant dans tous les cas. Du coup, petit résumé parce que j'étais absorbée par les explications. Donc, la statue de Ramsès, là, qu'on voit ici. Donc, comme je vous ai dit, avec un pied avant, donc le pied gauche avant, ça veut dire que la statue a été construite quand il était encore vivant. Et en fait, donc cette statue, il y en a deux.
Il y en a une, la moitié elle est cassée. Donc quand Mohamed Ali régnait, donc le roi Mohamed Ali, quand il régnait, en fait il a envoyé cette partie-là en Angleterre. Donc vous pouvez la voir au British Museum. Et du coup en fait, donc cette partie, c'est celle qui a été le moins abîmée. Et ça, entièrement, c'est un seul bloc de granit. Ensuite, du coup, il nous expliquait que les poteaux comme ça à l'entrée, donc dessus il y a écrit les différentes appellations de l'Égypte. Et aussi, je sais pas si je vous ai dit, mais sur l'obélisque de Ramsès, donc celle-là, parce qu'elle est celle-ci, désolée, il y a la lumière, ça fait du contre-jour. Donc sur l'obélisque de Ramsès, en fait, il y en a deux. Donc sa sœur, elle est dans un autre musée. Et en fait, du coup, à l'entrée des temples, on posait les deux obélisques. Et sur celle-là, en particulier, Ramsès, il a écrit son nom donc sur les 4 phases et en dessous. Donc écoutez, après, je sais pas ce que j'ai oublié de vous raconter. Je pense des milliers de trucs. Ah oui, en ce qui concerne les statues, le guide nous a dit qu'on reconnaissait et on pouvait dater les statues, non pas par la pierre, mais par le style des statues. Donc on a vu différentes statues de Ramsès qui avaient différents styles. En effet, elles se ressemblaient pas trop. Et en fait, après, il nous a dit que en fonction de quand on voit les momies et quand on voit les statues, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, les statues, c'était pas fait pour représenter les pharaons, c'était fait pour les représenter au travers d'un autre regard, soit au travers d'un art en particulier qui avait une signification, soit au travers d'un animal. Donc par exemple, on a vu des têtes de pharaons qui avaient un aspect différent que de leur aspect original. Donc ensuite, écoutez, je pense que c'est tout. Mais vraiment, je vous invite à venir, c'est incroyable quoi. Juste le lieu, c'est génial. Du coup, là, on est un nouveau jour. J'ai fait quelques petits achats. Au centre commercial, je suis allée refaire faire une carte d'identité égyptienne parce que j'en avais pas. Et quand t'as 18 ans, il faut en refaire une. Bref, nous sommes au musée. J'ai plus de souffle. De la civilisation égyptienne. Normalement, c'est ici qu'il y a toutes les momies. Donc écoutez, c'est tout beau. Là-bas aussi. Voilà, vous voyez rien. En fait, il y a un immense lac et un grand jardin. Donc c'est trop beau. Donc écoutez, on prend 2 tickets et puis je vous montre tout ça. Et ça, c'est des escaliers. J'ai failli me casser la gueule encore une fois. C'est pas fameux. En fait, je croyais que c'était une pente. C'était des escaliers. Je le savais. Donc là, on va voir les momies. Impossible de vous montrer les momies. Ils nous ont fait ranger les téléphones dans les sacs carrément. Il y avait des agents partout. Bref, c'était incroyable. Là, maintenant, on est dans la salle en haut. Je vais vous montrer tous les trucs qu'il y a, si je peux. Parce que ça t'a vu filmer aussi. Alors ça là-haut à gauche, c'est des miroirs. Et ça du coup c'est trousse de maquillage avec tous les ustensiles nécessaires pour faire le trait d'eyeliner, la petite boîte pour contenir le crawl. Ensuite ici on a les instruments de musique. Donc ça c'est des flûtes. Donc on voit là-bas vous avez les autres instruments de musique. Alors notamment c'était utilisé en chant de guerre ou après pour les célébrations. Et du coup on a les dieux. Donc là on a Amon-Ré, le dieu de tous les autres dieux. Et ensuite ici on a Ré, tout simple. Ici on a quelques bijoux. Mais regardez s'il vous plaît l'état de conservation. Genre je suis choquée. Évidemment ça a été nettoyé hein. Mais c'est incroyable. Putain, on voit les traces de doigts des gens là. Regardez, c'est tout petit là, tout doré. Je veux un truc comme ça. Je vais acheter une couronne comme ça.
Vous allez me voir me balader avec. Incroyable. Alors ceux-là, franchement, c'est les plus beaux. J'aimerais tellement en avoir des comme ça. Du coup, c'est une ceinture de la tenue traditionnelle tout en blanc là. On a les bijoux de la princesse Neferupta. Donc ici les bracelets. Ici la ceinture. Ici quelques petits colliers à elle. Alors ça du coup c'est une reconstitution de la statue d'Akhenaton. Vous voyez la tête elle a été séparée donc ils l'ont rattachée avec un morceau de métal là. Ensuite c'est le cercueil d'Isis. Alors ça du coup c'est ce qu'il y avait dans le tombeau de... Ça s'appelle comment elle? Senedjem. Voilà, elle a emporté que ça. Bah, en vrai ça va, c'est déjà beaucoup pour aller nulle part. En fait vous voyez, ils ont retrouvé sa tombe à une centaine de kilomètres de chez elle. Donc le petit 1 c'est sa maison, le petit 2 c'est sa tombe. Ici on voit plus en détail dans un temple. Et là du coup c'est l'intérieur de sa tombe, les fresques qu'il y a dedans. C'est une espèce de mini maison et en gros dedans il y a son bureau, une malle, son sarcophage. Voilà. Du coup on a un papyrus, donc parchemin qui raconte l'histoire de Sinoubé. Donc bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est pas si intéressant que ça. On a tout ce qui est parchemin et on a les monnaies, donc les pièces, pièces d'or, pièces d'argent. Alors ici on a un tombeau entièrement recouvert d'or. Il y a des petits trucs là à côté. Il y a écrit quoi? Ok. Des boutons, d'accord. Incroyable, les détails et tout. Alors ici on a un exemple de l'art coptique. Donc en gros c'est quand on était chrétien, avant de devenir musulman à 90%. Donc en gros on faisait tout ce qui était les portes, mais aussi les fenêtres, les volets de fenêtres notamment, avec du coup donc le motif de la croix copte orthodoxe. Et pareil pour là-bas. Là, on a la tenue traditionnelle du prêtre orthodoxe copte. Là, vous voyez aussi à côté tous ces instruments, ces outils. Ici, on a l'architecture pendant l'âge d'or islamique. Donc, quand l'Empire byzantin et les Arabes sont venus pour répandre l'islam en Égypte, bah, vous voyez que le style a un petit peu évolué entre le style copte et le style islamique. Ici, on a ce qu'on appelle la kiswa. Donc en fait, c'est le tissu qui recouvre la Mecque, donc pardon, la Kaaba, donc la maison d'Allah. Et en gros, donc c'est l'Égypte qui les produit depuis toujours et qui les envoie à la Mecque. Donc avant, il était jaune, vert, rouge. Là, je crois que c'est le dernier qui a été enlevé pour mettre le nouveau qui est juste noir et doré. Donc là, vous en avez un bout. Et vous voyez le travail que c'est, franchement. Attendez, je me rapproche.
c'est vraiment un travail de broderie quoi, en détail. Et franchement c'est magnifique et c'est grandiose. À côté je suis minuscule. Voilà. On adore le plan avec ma tête en bas à droite, magnifique. Mais franchement, là il y a des petits pompons et tout. Ah, rien à dire. Ici on a les tenues traditionnelles et les bijoux traditionnels donc égyptiens. Alors là vous en avez différentes parce qu'il y en a plusieurs. Déjà donc ça c'est les actuels. Et en plus de ça, il y a celles qui datent du coup du temps des pharaons qui sont les robes avec les ailes, les épaulettes, etc. Bon écoutez, c'est la fin de la visite. Guys, c'est pas fini en fait. Il y a une salle consacrée au textile. Donc là, je vais vous montrer les différents trucs. Trop intéressant. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'avais vu la parade. Je vous invite à aller voir la parade qu'il y a sur YouTube quand le musée a ouvert. Genre, c'était impressionnant. Ils ont déplacé toutes les momies. Ils ont fait un truc de fou furieux. Je vous mets le lien en description. C'était incroyable. Il y avait de la musique, il y avait des chansons, il y avait des habits tradis. Il y avait de tout, donc écoutez là je vous montre. Ici du coup on est typiquement dans les tissus pharaoniques. Alors en fait je vous explique, ce qui est particulier du tissu pharaonique c'est les plis. Donc là vous voyez ça c'est ce qu'on appelle cette robe en fait, on appelle ça Isis dress. Donc en fait ça couvre les épaules et en fait il n'y a pas vraiment de manches, c'est plus un peu comme un châle. Et du coup on le resserre à la taille avec la ceinture. Donc ici pour les femmes et pour les hommes. Là, vous avez un exemple, hein, si vous regardez en détail, les plis, soit ils sont horizontales, soit ils sont verticales. Ici, on voit les outils, donc vous voyez, ça a des petites dents. En fait, c'est pour brosser, donc soit le coton, soit la soie. Et ensuite, donc ça, c'est pour créer tout ce qui est vêtements, les pics, quoi, pour tricoter. Et donc là, vous avez différentes choses, donc différentes couleurs pour teinter les textiles. Donc là, on a du nila. Ici, là, ça c'est du nila, donc ensuite ça donne ça. Et ensuite en haut il y a de la poudre de curcuma, aussi du safran. Il y a des pierres aussi, je sais plus comment ça s'appelle, du coquelicot séché, etc. Là en fait on a une petite représentation donc des femmes qui travaillaient et qui créaient tout ce qui est tissu. Du coup ici vous avez les explications sur comment est-ce qu'on crée les couleurs pour ensuite teindre les habits avec. Du coup ensuite on a une espèce de parure en laine qui servait à mettre sur les lits. Vous voyez c'est un lit et dessus donc il y a une parure de laine. Et là vous avez les sandales. On a encore des bijoux. Et là du coup on a un exemple de perruque avec une petite couronne. Deuxième exemple. Et en fait donc c'est ça, on portait des perruques pour protéger du sable, de la chaleur, des coups de soleil sur le crâne, etc. Parce qu'on travaillait souvent dehors. Comme vous avez vu en fait le petit bateau où il y avait les femmes qui faisaient le textile, elles par exemple elles portaient toutes des perruques pour préserver leurs cheveux, comme ça ils restent beaux en dessous. Et aussi pour préserver leur crâne, leur peau en fait, des coups de soleil, de la chaleur, du sable, des saletés, des poussières, de peut-être des teintures qui peuvent se foutre sur les cheveux. Donc voilà, donc il y avait soit les perruques, soit du coup les bijoux de tête tout dorés comme des espèces de casques en fait. Ici nous avons un autre exemple de robe, donc vous voyez avec le grand collier comme ça. Donc ça c'est une robe pour les femmes, il y a les mêmes pour les hommes mais juste sans le collier. Et ici du coup la ceinture comme je vous ai dit avec les petits trucs qui tombent. Là vous avez un exemple en fait sur cette petite statue. Ensuite du coup ici on a une tenue de cérémonie, donc vous voyez que c'est beaucoup plus travaillé que ce que je viens de vous montrer, tout en blanc simple. Donc dessus il y a vraiment des dessins en général qui racontent une histoire et qui véhiculent un message en fait de prospérité en général. Là du coup on rentre dans l'ère copte, donc l'ère chrétienne en fait. Copte, pour ceux qui me demandent, ça veut dire Égypte en coptique. Donc voilà, et coptique, c'est la langue qu'on parlait. Donc là, vous avez des représentations faites sur des tissus. Donc là, on a ce qu'on appelle les Abbassides. Donc en fait, ça c'était avant l'islam.
Ça aussi. Et en fait on voit une évolution hein, entre ça et ça, c'est pas les mêmes motifs, c'est plus fait de la même manière non plus. On voit que plus ça avance et plus c'est travaillé, mais aussi c'est plus grossier dans le sens où on va moins travailler des petits motifs. Là vous voyez c'est une assez grande pièce. Bon peut-être que pour vous ça sort petit parce que j'ai mis le grand angle, mais moi je le vois et ça fait la moitié de mon corps. Là on commence à rentrer dans la période fatimide. Cette pièce on retrouve aussi du coup l'autre côté du tissu de la Kaaba. Du coup on termine la visite avec les tenues traditionnelles. Donc ça c'est les tenues traditionnelles du Sinaï. Donc comme vous voyez il y a beaucoup d'ornements, il y a beaucoup de couleurs aussi. Ensuite donc ça c'est les tenues traditionnelles de Siwa. Là vous voyez aussi des couleurs, le masque en pièces. Ensuite ça c'est la tenue des oasis. Donc oasis c'est plus vers El Gouna, des trucs comme ça. Ah mais attendez, je viens de voir qu'il y a un deuxième étage. Oh là là, on va jamais finir la visite. Ça aussi du coup tenue de Siwa. Donc vous voyez en fait il y a plusieurs tenues traditionnelles. Ça ensuite c'est la tenue du coup comme je vous disais que les fermiers et les femmes de fermiers et les fermières du coup portent principalement. Donc ça ressemble à ça. Si vous regardez des émissions égyptiennes, vous verrez souvent au moins une femme, ils vont l'habiller comme ça. Donc on appelle ça Atoub Saïdi. Donc hop là. Ça aussi donc tenue de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Là aussi du coup des tenues différentes avec des couleurs différentes. C'est principalement la même chose hein. C'est le même principe en gros, une longue robe avec un grand voile. Donc soit en dessous on met l'espèce de chapeau pour que ce soit pointu et qu'on ne voie pas la forme du dessus de la tête. Soit on le met comme ça, un grand voile posé sur les épaules comme vous voyez là le truc gris. Écoutez c'est la fin de la visite parce qu'ils vont fermer là. Du coup le gars il m'a dit tu vas aller nulle part, on va fermer. C'est pas grave, je m'en vais. Mais bon franchement c'était hyper intéressant. Ah c'est là pour montrer. Alors au bout là vous avez ce qu'on appelle le lac du Caire. Je viens de rentrer. J'adore la luminosité et ce plan horrible, mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup on va parler un peu du style de vie ici qui est totalement différent de ici et des autres pays, peu importe que ce soit d'autres pays du Moyen-Orient ou des pays du Maghreb, genre l'Égypte ça n'a rien à voir, que ce soit niveau culture, niveau langue, niveau habitude. Alors déjà la première chose c'est que niveau argent, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui vont se plaindre de genre ce qu'ils vont appeler des arnaques ou ce qu'ils vont appeler genre du forcing, je sais pas quoi. Quand t'es d'ici t'es habitué, quand tu viens pas d'ici tu le vois en négatif forcément, mais en gros ici on s'entraide tous les uns les autres et la meilleure manière d'aider quelqu'un c'est de lui filer de l'argent. Voilà, moi je sais pas, demain je suis dans la galère, je rends service à quelqu'un, bah la personne elle va me passer un billet tu vois. Pareil on est parti faire ma carte d'identité, il y avait une queue de ouf, il y a une dame, une femme de ménage quoi, elle est venue et tout, elle nous a aidé à remplir le formulaire plus rapidement, sortir les photos, tout hyper rapidement, elle nous a fait passer et tout, tu vois on lui a donné un billet. Genre pour la remercier c'est normal, quand je suis partie récupérer ma valise à l'aéroport en fait ils pouvaient pas nous laisser rentrer sans passeport ni sans... Ah ouais parce que je vous ai pas raconté, ma valise elle est arrivée avec 10-15 jours de retard. Lufthansa, je vous déteste, plus jamais de ma vie je voyage avec vous, pire compagnie du monde entier. Mais bref ça c'est une autre histoire. Et donc bref, donc le policier il nous a quand même fait rentrer, il a gardé nos cartes d'identité, il nous a fait rentrer, tu vois, bah, genre quand on est ressorti on lui a passé un billet et tout en mode merci. Il n'était pas obligé de nous laisser passer et de base il n'avait pas le droit de nous laisser passer, mais il nous a laissé passer, tu vois, donc tu le remercies, tu lui donnes un billet.
Pareil, les Uber ici, je leur laisse toujours un petit pourboire. Franchement, je fais des trajets de 30 minutes, ça me coûte 2 € tu vois. Ça me coûte rien de laisser 10 livres égyptiens, ça me fait 20 centimes d'euros. Donc voilà, ici c'est pas la même culture. Dès que tu peux remercier quelqu'un avec de l'argent, tu le fais, tu vois, si t'as envie de le faire. Sinon, tu gagnes pas de bons points auprès de Dieu si t'as pas l'intention qui va avec. Ça sert à rien de forcer les gens. Après évidemment, il y a ce côté de si tu veux un truc plus rapidement, tu glisses un petit billet et tu vas l'avoir tout de suite. Ça marche aussi ici. Principalement, la culture qu'il y a autour de l'argent, c'est vraiment l'argent doit circuler. Ça veut dire que j'ai de l'argent, même si je taffe pas. Il y a beaucoup de personnes qui taffent pas, mais tout le monde a de l'argent. Enfin, il y a tout le monde qui se balade avec de l'argent. Bah, même si, tu vois, je travaille pas ou quoi, bah, je vais laisser un pourboire parce que c'est comme ça, l'argent doit circuler. Tout l'argent que tu donnes aux autres, Dieu, il va te le ramener x10 envers toi. Donc faut ne pas avoir peur de donner, et ici c'est dans la culture. Voilà, c'est comme ça, on donne, on donne, on donne, on donne, et ça fait partie de vraiment, c'est la culture quoi. Les gens ils sont de bonne humeur, les gens ils vont jamais dire non. Nous en Europe et notamment en France, genre si quelqu'un va t'offrir un cadeau ou n'importe quoi, on va être hyper gêné en mode non non j'en veux pas et tout, vraiment garde-le. Et ici les gens ils prennent, voilà, merci, merci. C'est décomplexé en fait, il n'y a pas de complexe autour de l'argent. On voit des personnes qui roulent dans la rue avec des voitures, c'est des modèles de voitures qu'on voit même pas en Europe tellement c'est du haut de gamme. Voilà, tu les vois ici, les milliardaires ils roulent dans ça, ils ont des putains de chauffeurs privés. En venant on a vu une limousine, j'ai jamais vu une limousine pareille de toute ma vie, et pourtant j'habite à Nice et je vais assez souvent à Monaco. Des voitures de luxe j'en vois, mais ce qu'il y a ici c'est totalement différent et c'est genre level premium de fou quoi. T'imagines même pas en fait, t'imagines même pas. Donc ici ouais, peu importe qui t'es, genre tout le monde est humain, tout le monde est logé à la même enseigne, et voilà, la culture de l'argent ça circule. Les prix, alors forcément si tu as une nationalité égyptienne, les prix c'est beaucoup moins cher que pour les arabes déjà, que pour les arabes et que pour les touristes. En général les touristes étrangers et les arabes, vous avez les mêmes prix, c'est 500 livres l'entrée. Donc pour les pyramides c'est 500 livres, pour le musée c'est 500 livres, pour tous les musées en fait c'est 500 livres. Et pour les locaux du coup c'est 60 livres, 80 livres. Et pour les personnes au-delà de 60 ans, c'est gratuit. J'avais vu quelqu'un sur TikTok qui se plaignait du fait que c'était pas les prix pareils pour tout le monde. 60 livres en euros, ça doit faire 40 centimes. 40 centimes d'euros, je pense. Il me semble que c'est ça. Et bref, 500 livres, du coup, ça fait 2 €. 2,30 €. Moi, que je paye 60 ou 500, je m'en fiche. Parce qu'en fait, dans mon compte en banque, ça change rien. Dans tous les cas, c'est pas une somme de ouf. Donc forcément, quand tu viens des pays européens, que t'es arabe, que tu viens du Golfe, que ta monnaie, elle est 10 fois plus puissante que le livre égyptien, forcément, tu payes plus cher. Et genre, c'est pas un problème. Enfin, moi, je vois pas où est le problème. Parce que dans tous les cas, en fait, pour toi, ça fait aucune différence. Aucune. Tout le monde est logé à la même enseigne. Genre, il y en a pas un plus haut que l'autre. On est tous des êtres humains. Et en fait, c'est ça qui est bien. Parce que tout ce système de hiérarchie qu'il y a dans d'autres pays, bah en fait c'est relou. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tu te sens inférieur si t'es pas en haut. Et si t'es en haut, des fois, bah tu vas te sentir pas légitime. Ou peut-être que les autres vont te faire sentir que t'es pas légitime. Et ici, il n'y a pas ce problème en fait. C'est pas parce que tu ramasses les déchets dans la rue que tu vaux moins bien qu'un mec en costard ou qu'un mec qui taffe à l'armée. Au bout d'un moment, on a tous la même vie, on vit tous dans le même pays, tout le monde galère à sa manière, tout le monde a les mêmes problèmes et tout le monde a ses problèmes. Donc voilà, tu vois, genre on va pas commencer à faire un cinéma, à se donner une image qui n'est pas la nôtre. Non, tu vois, non. On est honnête et humble par rapport à ça, voilà, on est des êtres humains comme tout le monde, peu importe le poste que tu occupes dans ta vie professionnelle. Ensuite, dernier truc très important, on va parler de la nourriture. Parce que ça, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui se plaignent de la nourriture ici. Alors, je vous explique. Nous, on ne va jamais manger au restaurant. Jamais. Restaurant comme vous imaginez en Europe ou dans le reste du monde, ici, ça n'existe pas.
et même si vous voyez que ça existe, c'est pas le cas. Soit vous allez trouver des trucs qui viennent d'Europe et qui sont du coup hyper connus, où là du coup ça va suivre exactement les mêmes règles que dans les institutions européennes. Sinon, laissez tomber, n'y allez pas. Du coup, je vais vous dire où manger. Alors déjà, la première chose, nous, qu'est-ce qu'on mange? On mange énormément à la maison. Voilà, on invite la famille de la famille. Tout le monde vient bouffer. On fait 50 000 plats. Tout le monde s'assoit. Les enfants, on leur met une nappe par terre s'il n'y a pas assez de place sur la table. Bref, ici, vraiment, manger, partager un repas, c'est une institution. Ça aussi, donc forcément, on mange pas dehors. Par contre, on achète pas mal de trucs de dehors, forcément. Donc la première chose, c'est tout ce qui va être les petits stands. Petits stands de fèves, petits stands de falafel. Donc ici, falafel, ça se dit pas, on dit tarmeya. Il va y avoir plein de trucs, hawashi, shawarma. On a plein de types de pains différents. Donc on a ce qu'on appelle raish baladi. Donc c'est le pain rond épais qui est fait donc avec du blé et de la sonde de blé. Donc la peau du blé. C'est là qu'on retrouve le plus de nutriments. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi le pain, un peu comme une brioche, ça s'appelle raish fino. Ensuite, il y a le pain rond comme ça, qui ressemble au pain qu'on a en France. Chaque région, de toute manière, va avoir son type de pain. Voilà, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Il y a 15 milliards de sortes de pain. On les fait toutes. Maintenant, c'est juste pas dans toutes les régions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange d'autre? Tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, ça on peut l'acheter dehors. Les jus, si vous venez ici et que vous ne buvez pas de jus, vous avez raté votre séjour. Voilà, je vous le dis catégoriquement. Vous avez raté votre séjour. Jus de mangue, jus de canne à sucre, jus de goyave, jus de grenadine, jus de tout ce que vous voulez. Après, il y a tous les jus que nous on fait traditionnels, genre jus d'hibiscus. Ici, on appelle ça calcadé. Il y a plein de trucs, franchement. Il y en a trop même. J'arrive pas à tous vous les énumérer tellement il y en a. Et ensuite, du coup, donc soit on va prendre à manger dans les petits kiosques, on va prendre à emporter, soit on va manger des sandwichs, soit on va manger chez les gens. Soit on va manger dans des trucs très connus, soit on va manger dans les trucs occidentaux. Mais sinon, restaurant, je sais pas quoi, laissez tomber. Ici, il n'y a pas de normes d'hygiène dans tout ce qui est restaurant. Donc, allez manger soit dans les trucs très connus qui ont des franchises, etc. Soit dans vraiment des restaurants traditionnels qui sont très connus, qui ont de bonnes notes, où vous voyez qu'il y a un service, il y a voilà, des normes, etc. Sinon, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, strictement à rien, parce que déjà, vous allez payer cher. Et en plus de ça, il faut rajouter 14% de TVA, plus 12% de taxes de service. Voilà, donc je sais pas pourquoi c'est tout ensemble, je sais pas pourquoi les prix ils sont pas TTC. Mais voilà, le prix que vous allez voir, vous allez payer forcément plus cher. Clairement, allez pas dans les restos, je vous le dis encore une fois. Franchement, je suis allée dans un resto, c'était pas ouf quoi. Si vous voulez manger au bord du Nil, ce que je vous recommande, vous prenez les bateaux en fait qui font soirée, etc. Dedans, vous avez des spectacles avec des danses traditionnelles égyptiennes. Ça, oui, vous allez payer 275 livres le voyage avec du coup donc sur le Nil, plus tout inclus, hein, le buffet avec les spectacles là. Voilà, c'est ça, oui, mais se poser comme nous on avait fait et genre attendre, et la bouffe elle était pas ouf, les légumes, des trucs congelés, même pas foutus de les cuire correctement. Non, franchement, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. C'est pas... Voilà, ils ont pas en fait la notion de restaurant comme nous on a. Voilà, mettez-vous ça bien dans le crâne, n'allez pas bouffer là-bas. Les seules enseignes dans lesquelles vous pouvez aller manger les yeux fermés, ce sont les enseignes de koshari. Donc koshari, qu'est-ce que c'est? C'est le plat traditionnel national égyptien, pardon. Ça coûte 50 livres la boîte, c'est hyper bon. Il y a tout ce qu'il vous faut niveau nutriments, protéines, tout ça. C'est végétarien en plus de ça, donc c'est super, il n'y a pas de viande dedans. Et franchement, ça coûte 50 livres, quoi. Tu bouffes ça, t'es bien, t'es calé pour la journée, c'est bon, c'est pas trop lourd non plus. Et voilà, vous dépensez pas 300 livres, 50, c'est tout, hors la boisson. Et voilà, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin. Si vous savez pas quoi manger, koshari. Ou sinon, vous demandez aux personnes qu'est-ce qu'elles bouffent, ouais, si elles connaissent un bon stand. Ici, même si vous allez voir des espèces de cuisines ouvertes, en fait, les gens, ils s'assoient pas pour y manger. Les gens, ils prennent à emporter et ils se cassent. Donc voilà.
Donc vous leur demandez, ah ouais, j'ai envie de manger, je sais pas, un sandwich, hawashi, shawarma, vous leur demandez, ils vont vous dire, ouais, là-bas à l'angle, je sais pas quoi. Mais n'allez pas, s'il vous plaît, dans les restaurants, n'y allez pas. N'y allez pas. Il n'y a personne qui y va. Comme je vous ai dit, je pense que la plupart, en fait, de pourquoi en fait les gens se plaignent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait vous venez dans un pays et vous croyez que vous allez être chez vous. Bah non, en fait, genre ça se passe pas pareil dans tous les pays. Genre moi je sais très bien que quand je viens ici, je vais pas manger au resto. Genre il n'y a pas de resto en fait, ça n'existe pas, restaurant, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, c'est pas envisageable. Et même ce que genre peut-être les personnes qui habitent ici vont être habituées à, en fait, c'est normal qu'elles soient habituées à, elles ont connu que ça. Vous, si vous avez connu mieux, forcément, vous n'allez pas apprécier. Forcément. Donc, ne venez pas ici en croyant que c'est l'Europe. Ne venez pas ici en croyant que c'est l'Arabie Saoudite, que c'est la Tunisie ou le Maroc. L'Égypte, ça n'a rien à voir avec les autres pays. Rien du tout. Vous allez avoir des quartiers, vous allez vous dire putain, on dirait un bidonville, c'est des appartements qui vaut des millions, d'accord, des millions de livres, c'est énorme. Vous allez voir ensuite des maisons qui sont toutes neuves, elles valent rien. Voilà, parce que ici l'immobilier, c'est pas comme en Europe, ça marche pas pareil. Ici c'est le quartier qui joue avant tout, ensuite c'est le mètre carré, mais voilà quoi, c'est pas la gueule de l'immeuble. Ici, il y a un gardien, il nettoie l'immeuble une fois toutes les 2 semaines. C'est pas tous les jours ou tous les 4 matins. Voilà, c'est pas la même chose. Ici, le gardien, si tu veux qu'il te garde un colis, qu'il aille te ramener des trucs, te chercher des trucs. Oui, la gardienne de mon immeuble en France, je l'ai jamais vue. Voilà, pour vous dire. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même mode de vie, c'est pas le même style de vie, c'est pas la même culture, tout court. Tout court. Et si vous croyez que parce que vous venez d'un pays arabe, ici ce sera facile, bah non, parce que nous, on n'est pas des arabes, on vit pas comme vous. C'est pas parce qu'on parle votre langue que forcément on vit comme vous. Pas du tout, mais pas du tout. Donc voilà, il y a même des personnes qui viennent, je les vois, hein, ils sont perdus. Ils sont même plus perdus que les occidentaux parce qu'ils pensaient que genre ici et chez eux c'était la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Guys, j'espère que vous allez m'entendre. On est le jour suivant, le jour d'après encore. Et du coup, donc là, on est à Khalil. Ça faisait longtemps que je voulais venir. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est mieux de venir après le Ramadan. Guys, je suis de retour à la maison dans mon incroyable pyjama. Voilà, merci. J'ai acheté ici, bref. Donc franchement, le marché, c'était intéressant. Franchement, c'était pas si ouf que ça. En fait, si vous vous asseyez, si vous restez boire, manger, là, oui. Sinon, si c'est juste pour venir acheter des trucs, c'est pas ouf. Dans le sens où il y a de tout. Il y a de la bonne qualité comme il y a de la moins bonne qualité. Il y a des prix bas comme il y a des prix chers. Il y a des trucs, vous allez croire que c'est la même qualité, c'est la même chose. Alors qu'en fait, il y a une différence au niveau de la matière ou quoi que ce soit. Je sais pas, je prends l'exemple, j'ai acheté des papyrus. La qualité, c'était vraiment du papyrus, quoi. C'était pas une feuille couleur papyrus avec les motifs et un truc imprimé dessus. Là, non, ce que j'ai acheté, il y avait des paillettes, genre c'était travaillé à la main. Il y avait un travail manuel qui a été effectué dessus. Donc c'était plus cher que les autres. Alors quelqu'un d'autre qui verrait pas la différence, en fait, il se dit, ah, en fait, je me suis juste fait arnaquer, alors que pas du tout. Ensuite, au niveau des prix, négocier, tout le temps négocier. Franchement, je trouve que c'est moins vendeur à la sauvette que dans la rue en général. Genre ici, c'est plus... genre vraiment, en fait, les gens, ils te disent, tiens, rentre. Genre si tu veux rentrer, si tu veux voir un truc, si tu veux d'autres
je sais pas quoi, genre vas-y, tu vois, c'est moins... Il y a moins d'aguichage en fait, genre après c'est ce que moi j'ai remarqué. Après bon, vous entendrez parler de toutes les langues, on est venu me parler en espagnol, ça me faisait mourir de rire, surtout que je ne comprends pas l'espagnol. Donc genre je regardais les gens comme ça, je me marrais, j'étais en mode parle-moi en arabe, parle-moi en arabe, pourquoi tu me parles en espagnol? Mais bon, du coup pour les prix, n'hésitez pas, genre si je sais pas on vous dit 250, un truc, vous dites écoute moi j'ai 170, c'est tout. Je mets pas plus dedans. Ou essayez de négocier, genre si vous en prenez 2, un prix cassé, etc. Après il y a des trucs, c'est vraiment des prix honnêtes et ça vaut le prix. Vous allez trouver des vendeurs genre hyper sympas, franchement, ils sont tellement en fait habitués qu'ils calculent même pas. Certains ils sont juste assis en mode si tu veux rentrer, rentre. Ils te disent même pas tiens vas-y je t'en prie, rentre, goûte et tout, je sais pas quoi. Ils sont là en mode ils sont assis, si tu veux rentrer, rentre, si tu veux pas rentrer, rentre pas. Il y en a ils font un petit peu de la peine franchement, genre ça se voit en mode qu'ils ont un bon cœur et tout, genre ils tiennent leur magasin, ils sont fatigués etc. Genre voilà, ça se voit, il y en a, c'est un peu dur pour eux, ça me fait trop de la peine. Mais bon c'est comme ça partout hein, malheureusement, on peut rien y faire. Il y a les chiens et les chats qui vivent dans la rue. Il n'y a pas de système comme la SPA ou quoi. Ici, on les laisse vivre dehors. Il y a des espèces de tas de sable sur lesquels ils dorment dessus. Et voilà, on leur donne à manger, on leur donne à boire. S'ils veulent, je sais pas, dormir, ils dorment. S'ils veulent se battre entre eux, ils se battent entre eux. Même si en général, en fait, ici, les animaux, ils sont vraiment très très gentils. Contrairement à genre des animaux domestiques que tu vas avoir chez toi qui vont être habitués à un certain confort, à un certain privilège. Ici, genre c'est tout le monde délogé à la même enseigne. On rentrait des pyramides, en fait, il y a un Uber qui est venu nous chercher. Genre il y avait un chien posé par terre. Il dormait comme ça et tout. À un moment, il lève sa tête. Et genre, en fait, ils ont grave des expressions humaines dans le sens... Ah, ok. Genre ça se voyait, il voulait faire sa sieste et il y avait tout le monde qui courait à côté de lui. Il y avait les voitures, elles passaient à ça de lui. Le chien, il était tellement zen. Mais zen. Incroyable. Vous allez trouver des chats hyper mignons, hyper gentils. Vous allez en trouver d'autres. Ils sont sur le qui-vive, en mode qu'est-ce qui se passe là-bas, il y a une embrouille et tout, je vais débarquer. Même quand il y a des humains hein, qui s'embrouillent, ils sont là en mode qu'est-ce qui se passe. Il y a quoi? Il y a quoi en fait? Je pense vous faire une vidéo de dégustation. Hier je suis allée acheter plein de petits trucs qu'on n'a pas en Europe pour justement vous faire une dégustation parce qu'ici il y a vraiment des snacks particuliers. Hello guys, petite voix off pour vous montrer comment est-ce qu'on mange le plat national égyptien. Donc on appelle ça koshari. Alors c'est un mélange entre des lentilles, des pois chiches, 2 types de pâtes différentes, du riz et des vermicelles. Bien y rajouter la première sauce qui est un peu comme de l'eau. En fait on appelle ça da'a. En fait c'est un mélange entre du citron et de l'ail qu'on laisse un peu mariner pour que ça donne en fait le goût au plat. Selon vos préférences, soit vous ajoutez les oignons grillés tout de suite et ensuite la sauce tomate qui est juste incroyable, ou bien vous faites l'inverse, vous mettez la sauce tomate et ensuite par-dessus les petits oignons grillés. Vraiment un indispensable si vous venez en Égypte, en plus c'est mon plat préféré. Hello, putain, évidemment quand je You hear it too in every song, every line is you. Each lyric's echo, a whisper in the night, an anthem for us in the pale moonlight. Nothing compares to this tune we own, strumming our soul together we've grown. Ça fait 187 mètres de haut et en haut il y a café, restaurant, tout ça. Guys, du coup donc là on a pris les tickets pour les locaux, c'est 100 livres
Et donc en fait là en face vous avez un petit écran, donc ça monte par 5 personnes à chaque fois. Donc nous on est numéro 450, donc encore une petite centaine de personnes. Mais franchement vous venez un petit peu avant 18 h, genre peut-être... Non en vrai soyez là pour 18 h, c'est bien. Et là-bas vous avez le coucher du soleil et tout en fond. Et même le quartier juste il est trop beau, donc c'est trop bien. À côté il y a un petit café, j'ai pris une petite glace. Mais samedi, il y a énormément de monde. Du coup là ça fait 2 heures, je crois, ou 1 heure. Ouais ça fait 1 heure. Oh qu'est-ce que c'est chiant. Je viens de rentrer. Franchement, on est arrivé là-bas, il était 18 h 30 quand on a pris les tickets et on est monté, il était 20 h 30. Et en fait, je croyais qu'il y avait 2 ascenseurs, mais il y a un ascenseur. Et en fait, le gars nous a expliqué dans l'ascenseur pour redescendre. En fait, pour monter, il y a de la queue. Pour descendre, il y a de la queue. En fait, ils te font descendre, t'attends dans le restaurant et après tu prends l'ascenseur pour descendre tout en bas. Et après l'ascenseur, il remonte. C'est un bordel pas possible. En fait le gars nous a expliqué déjà aujourd'hui c'est samedi donc il y a énormément de monde. Demain c'est Pâques pour les orthodoxes donc il y a encore plus de monde parce que du coup aujourd'hui et demain ça va être genre vacances. Et après il nous a dit quoi? Il nous a dit ouais ça a été construit quand en Égypte on était 10 millions d'habitants ou je sais plus combien et en fait en 50 ans la population elle a fait plus 25 millions. Donc ils sont en train de réfléchir à rajouter un ascenseur dehors ou je sais pas comment faire, genre faire un téléphérique, un truc quelconque pour raccourcir le temps d'attente parce que genre c'est pas possible. Il a dit même au restaurant et tout, genre c'est compliqué quoi. Et c'est vrai, il y a énormément de monde. Nous on est venus dans la journée, je voulais voir le coucher du soleil en haut et tout, mais en fait de toute manière il y a tellement de vent. Tu montes, tu fais le tour. Tu veux repartir et puis t'es là, t'attends pour descendre à l'ascenseur. Genre c'est pas tu descends comme tu veux. Franchement, c'est mieux que vous preniez que le restaurant. Voir en haut, franchement, vous verrez à travers la vitre du restaurant. Tant pis, mais genre... voilà. Franchement, pour le temps d'attente, le prix, sachant que moi je suis d'ici donc je paye pas, très cher, moins cher que les touristes, bah je vous jure, ça vaut pas 100 livres pour attendre tout ça et voir ce que je vois depuis l'avion. Donc franchement, en fait, vous savez quoi, vous rentrez, en bas de la tour, il y a un café et un glacier, vous vous asseyez, vous la regardez comme ça. En plus, il nous disait, ouais, c'est compliqué de rajouter un ascenseur parce que de l'extérieur, elle est faite sous forme de lotus et tout en haut, donc on peut pas rajouter des vitraux, c'est compliqué. Bref, c'est une histoire. Je sais pas comment ils vont faire, mais franchement, monter en haut, ça ne sert à rien. Vous la voyez comme ça de dehors, de en bas. Vous faites un tour dans les jardins à côté qui sont magnifiques, franchement. Hyper beau le coin tout autour. Mais sinon, franchement, monter, payer pour monter, attendre tout ça, ça sert à rien. Voilà, je vous le dis, honnêtement, je ne reviendrai pas, ça sert à rien. À la rigueur, en bas, boire le café parce que la vue, elle est splendide.
genre juste la vue en fait de la tour, tu vois, c'est hyper beau, la tour elle est hyper belle, à côté il y a des petits jardins, etc. Ok, oui, mais monter et attendre tout ça et payer ce prix là en plus, non franchement ça vaut pas la peine. Et du coup donc après on est parti manger dans un petit restaurant à côté. Tu peux pas t'asseoir mais tu peux manger debout, etc. Ou tu prends à emporter. Franchement c'était hyper bon. Donc, si vous voulez manger des shawarma égyptiennes, il y avait des pâtes, j'ai pris des pâtes. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais en gros ici vous voyez c'est les lignes qui ont été dessinées pour en gros pouvoir tout faire à la même hauteur. Donc une fois qu'ils finissaient de en fait dessiner tout ce dont ils avaient besoin de dessiner et de graver, et après en fait ces coups de crayon, et en fait je les effaçais. Sauf que là c'est revenu avec le temps, donc vous pouvez voir en fait à quel point est-ce que c'était précis quoi.
Guys, on est rentré. Du coup, le musée, franchement, c'était hyper intéressant parce que déjà, il y avait tous les trucs de Toutankhamon. Ah, mais oui, pourquoi ma langue, elle est... Jus de grenade, ok. Je viens de m'en rendre compte. Du coup, le musée, c'était hyper intéressant. Il y avait tous les trucs de Toutankhamon. Moi, je pensais que le masque, il était à Paris, mais pas du tout, il était là. Par contre, j'ai essayé de filmer du mieux que je peux la salle de Psousénès Ier et la salle de Toutankhamon, sauf que c'était interdit de filmer et de prendre des photos. Donc moi j'étais là en mode mission incognito, surtout dans la salle de Toutankhamon. Du coup vous me voyez, genre j'ai posé mon téléphone sur mon sac, j'essaye de filmer du mieux que je peux, malgré le fait que je suis pas censée filmer de 1, le fait dans l'illégalité totale, et de 2, le fait qu'il y avait énormément de monde. Du coup j'ai fait de mon mieux pour filmer, I am sorry. Je venais au musée principalement pour voir Psousénès Ier. Pourquoi? Parce qu'en fait son tombeau, du coup comme vous l'avez vu, il est en argent massif. C'est le seul tombeau de tous les tombeaux qui ont été retrouvés qui est en argent massif. Savoir que Psousénès Ier, c'était un pharaon du 19e siècle pendant une période intermédiaire. Alors les périodes intermédiaires dans l'histoire de l'Égypte, qu'est-ce que c'est? En fait, il me semble qu'il y en a 3. Et en fait, lui, c'était la dernière période intermédiaire. Et en fait, les périodes intermédiaires, c'est entre les dynasties. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui a été fait en fait pendant ces périodes intermédiaires. On n'arrive pas à comprendre l'histoire à ce moment-là. Et en fait, Psousénès Ier, c'était le pharaon de la dernière période intermédiaire, donc vers le 19e dynastie. Et en fait, ce qu'il a fait, c'était tellement grandiose que nous, par rapport à ce qu'on avait déjà vu auparavant, on avait du mal à comprendre. Et en fait, plus on continue à fouiller quand on a découvert son tombeau, etc., et plus on a compris certaines choses sur son règne. Alors déjà, il faut savoir que Psousénès Ier, c'était un pharaon qui a régné sur la Haute et la Basse Égypte, ce qui était extrêmement rare, voire du jamais vu. Qu'est-ce que c'est que la Haute-Égypte? En fait, la Haute-Égypte, c'est ce qu'on appelle le sud en fait de l'Égypte, c'est le sud du pays. On appelle ça la Haute-Égypte et non pas la Basse-Égypte parce qu'on se repère par rapport au Nil. Le Nil, il rentre par le sud et il se jette au delta. Donc on appelle le sud de l'Égypte la Haute-Égypte et le nord de l'Égypte, on appelle ça la Basse-Égypte parce que du coup, le Nil se jette dans la mer Méditerranée. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les pharaons ne gouvernaient pas la Haute-Égypte. Les pharaons gouvernaient uniquement la Basse-Égypte, donc le delta. Et en fait, il me semble qu'on n'a pas retrouvé les momies des plus vieux pharaons, des premiers pharaons, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils les enterraient dans le delta et le niveau de l'eau est monté avec le temps. Donc en fait, tout a fini humide et tout s'est vraiment désintégré. Donc ça a foiré en fait le processus de momification. Donc on n'a pas retrouvé les momies, on a retrouvé quelques sarcophages, des trucs en granit, forcément ça va pas se décomposer avec de la matière minérale, mais par contre le reste, les momies et toute autre chose, hein, des fois ils s'enterraient avec des gâteaux, de la levure, des médecins, des médicaments, etc. Bah tout ça on n'a pas retrouvé dans leur tombeau. Donc en fait Psousénès Ier pendant son règne, lui ce qu'il a fait c'est qu'il vivait en fait en dessous de l'Alexandrie et il y avait une branche du Nil qui arrivait jusque là-bas. Donc lui il gouvernait la Haute et la Basse Égypte parce que c'était à la fois un prêtre et un pharaon. Donc les prêtres en fait eux gouvernaient la Haute Égypte, donc vraiment dans le sud. Et en fait eux étaient très nécessaires pour les pharaons. Les pharaons, s'il y a bien une personne qui pouvait se mettre face à Pharaon et dire non, c'était les prêtres. Pourquoi? Parce que les prêtres avaient accès à la porte entre cette vie et la vie d'après. Donc forcément les pharaons, eux, ce qu'ils voulaient c'était la vie d'après. Donc ils essayaient de mettre les prêtres dans leur poche et de faire tout ce que les prêtres voulaient. En gros, donc pendant son règne, Psousénès Ier, qu'est-ce qu'il a fait principalement? C'est lui qui a déplacé en fait toute la ville, toute la capitale de l'Égypte. Auparavant, c'était pas Memphis, c'était là où il habitait. Et en fait, vu que la branche du Nil s'est éteinte, en fait, ils ont tout déplacé. Ils ont déplacé les stades de foot, ils ont déplacé les hôpitaux, ils ont déplacé les temples, ils ont tout déplacé. Et ils ont ramené ça près du delta à Memphis. Donc Memphis qu'on connaît aujourd'hui,
qui est la capitale de l'Égypte antique, bah avant, c'était pas Memphis, c'était cette ville-là en dessous de l'Alexandrie. Comment est-ce que les égyptologues, les archéologues et les anthropologues ont compris qu'en fait ils ont déplacé la ville? Parce que déjà quand on a retrouvé son tombeau en 1940, on s'est dit what the fuck, pourquoi il est pas en or, pourquoi est-ce qu'il est en argent massif? Et ensuite on commençait à chercher etc. dans ce qui a été écrit sur son tombeau, les hiéroglyphes, et on allait chercher dans des régions où on n'était jamais allé chercher auparavant. Et en fait on a retrouvé par terre l'empreinte du stade de foot, l'empreinte de là où le temple était. Tout ça, ça a été déplacé dans son entièreté et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore debout. Alors déjà qu'on ne comprend pas comment ils ont réussi à construire les temples, les trucs machin chouette, alors de là à les déplacer, voilà. C'est pour ça qu'en fait dans les périodes intermédiaires, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé parce que c'est lunaire. Pour notre petit cerveau d'humain vivant au 21e siècle, c'est très compliqué de se dire que à l'époque, eux, ils arrivaient à faire des trucs de dingue comme ça. Moi, aujourd'hui, je déplace pas une ville. Je reconstruis. Je casse, je reconstruis. Déplacer une ville, non. Une maison, oui, ça se fait énormément aux États-Unis. Mais déplacer une ville entière, ok. Respect. Et en fait, du coup, pourquoi est-ce que son tombeau, il est en argent massif? Pour la simple et bonne raison que l'argent massif, c'est beaucoup plus dur à travailler que l'or. L'or, ça prend très vite la chaleur et ça se travaille beaucoup plus facilement. Tandis que l'argent massif, c'est pas le cas. Donc lui, en fait, il voulait vraiment montrer que l'Égypte, c'est pas n'importe quoi et que ce que lui a fait quand il a régné, c'était pas n'importe quoi. Donc il voulait pas n'importe quel tombeau en or. Trop facile, non, non. En argent massif. Et son tombeau, genre vraiment, vous voyez les détails, c'est incroyable. Et lui aussi, il a un masque en or comme celui de Toutankhamon. Et du coup, donc, son tombeau, ça a été la deuxième plus grande découverte après le tombeau de Toutankhamon. Que ce soit au niveau du nombre d'artefacts qu'il y avait dans le tombeau ou juste le travail incroyable qui avait été fait sur ces artefacts. Donc j'ai essayé de vous filmer du mieux que je peux, j'espère que ça vous plaît. Du coup, pour vous parler du musée en soi, mon père il était dégoûté, il est venu, il a dit non mais c'est pas un musée, c'est un entrepôt, c'est quoi ce truc? C'est vrai que ça ressemble vachement à un entrepôt, surtout en fait le rez-de-chaussée. Le premier étage c'est assez grand, c'est assez vaste et tout. C'est là qu'il y a la salle de Psousénès Ier, mon pharaon préféré, et qu'il y a la salle de Toutankhamon. Franchement c'était hyper beau quoi. Donc voilà, maintenant tout ça qui est dans le musée du Caire va être déplacé au grand musée. Et il y a eu des trucs qui ont été déplacés déjà. Donc il y a des trucs qu'on n'a pas vus qui sont au grand musée dans les salles encore fermées parce que ça n'a pas encore ouvert. Mais écoutez, voilà. C'est la fin de mon voyage. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté 15 000 trucs, mais j'ai acheté des trucs, je vais vous montrer quand même. Et en plus de ça, il me restait quoi à faire? Je sais pas si demain j'aurai le temps. Avant de partir, je pars demain soir. Voilà, je sais que c'est demain dans la journée. La citadelle de Saladin, la mosquée de Mohamed Ali, dans la citadelle, le musée copte. Je pense vraiment pas que j'aurai le temps de faire ça. Je suis triste. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je vous retrouve pour la suite. Guys, devinez qui vient de rentrer à Nice. Écoutez, le vol au retour s'est plutôt bien passé. Donc je suis partie à 3h40 de l'aéroport du Caire. J'ai fait une escale à Vienne d'1 heure et ensuite arrivée à Nice avec la pluie et la grisaille. Mais pourquoi est-ce que je rentre maintenant? Mais comment ça, est-ce qu'au mois de mai, il fait moche comme ça? Ici, en plus de ça, je comprends pas. Mais comme promis, je suis là pour la fin du vlog et vous montrer ce que j'ai acheté pendant du coup mon séjour. Alors, j'ai pas pu acheter énormément de choses parce que j'ai une valise à l'aller qui a été retardée de 10 jours, qui est arrivée cassée, donc on l'a pas pris au retour. Donc au lieu d'avoir 2 valises en soute, on en avait qu'une. Voilà. Donc c'était just pour 2 personnes, c'était assez compliqué, mais ça va, on a réussi à tout foutre dans une valise. Donc je vous montre tout d'abord ce que j'ai acheté à Khen El Khalid, un tapis de prière. C'est pas n'importe quel tapis de prière, c'est un tapis de prière de couleur violette. Ceux qui ne savent pas, le violet c'est ma couleur préférée. Et franchement, vous savez, il y en a qui sont hyper épais, celui-ci il n'était pas trop épais, donc perfect. Deuxième chose que j'ai acheté, donc ça va être des bijoux. J'ai 2 colliers à vous présenter. Le premier, rien de plus traditionnel que le fameux collier égyptien. Genre, il y en avait 3 tailles. Ça c'est la taille du milieu. Il y avait une taille encore plus grande et il y avait une taille plus petite.
Celui-ci c'est le moyen, c'est ce qu'il faut. Franchement l'autre après c'est trop gros, mais l'autre c'est vraiment pour mettre avec la robe traditionnelle, ça fait partie de la tenue traditionnelle. Ça genre je peux le mettre comme ça en dessous d'une chemise blanche avec un petit col remonté, ça fait très stylé. Et du coup donc voilà, il y avait différentes couleurs, il y avait différents bleus, il y avait avec du orange, avec du rouge. Moi je voulais bleu sur bleu, ça me va bien. Mais voilà, principalement disons que c'est juste histoire de l'avoir. Mais voilà, sinon je pense pas que je mettrai ça, mais je pense plus que je mettrai celui-ci. Alors, donc ça c'est du cuivre et franchement il est trop beau. Donc ça j'aime trop ça sous une chemise blanche avec un tailleur. C'est vraiment l'accessoire qui fait la différence. J'aime trop, donc j'ai hâte de le mettre. Et du coup ça les deux ça m'a coûté 400 livres. J'ai acheté 2 papyrus. Ça de base c'était 250, j'ai eu les deux à 250. Comme je vous ai dit dans le vlog, hein, vous imposez votre prix. Mais ça c'est des assez grands on va dire. Et c'est fait à la main, c'est du vrai papyrus. Parce que vous allez en trouver d'autres où c'est 50 livres. Mais c'est une feuille imprimée en fait. C'est pas du vrai papyrus. Je suis là pour acheter du vrai papyrus. Genre le papyrus c'est... ça prend pas une forme déjà, donc ça il va pas rester enroulé comme ça pendant 100 ans. Et en plus de ça, ça ne se déchire pas le papyrus. Voilà. Donc le premier que j'ai acheté, et en fait je sais pas si vous allez voir mais il y a des petites paillettes, il y a des petits reflets etc. Donc ça c'est fait à la main. En plus ça sent la colle du coup qu'ils ont mis pour les petites paillettes en fait pour que ça tienne. Donc lui franchement magnifique. Et ensuite le deuxième c'est celui-ci. Donc ça du coup c'est une carte de l'Égypte avec on voit Cléopâtre, Néfertiti, le masque de Toutankhamon, le Caire, tout ça, toute l'Égypte. Donc franchement ça très très beau aussi. Il y avait différentes couleurs, ça aussi c'est fait à la main, ça c'est du vrai papyrus. Et derrière il y a écrit Made in Egypt. Et en plus sur celui-ci il y a la petite signature de la personne qui l'a faite. Donc franchement j'ai trouvé ça top. Genre comme je vous ai dit, vous imposez votre prix. Genre parce que en fait ils vont pas négocier, ils vont te dire mais non mais qu'est-ce que tu me racontes, bah c'est 250 l'un et toi t'es là tu me dis 250 les deux. Eh vous lui donnez 250, vous partez, vous cassez même pas la tête, c'est bon. Nous c'est ce qu'on a fait hein. Au bout d'un moment vous êtes 3 jusqu'au bout, vous imposez votre prix. Maintenant on va parler sous-vêtements et vêtements en coton d'Égypte. Alors déjà il faut savoir que parmi tous les cotons, le coton d'Égypte n'a rien à voir avec les autres cotons. Genre c'est la meilleure qualité de coton que vous puissiez trouver. Ici ça coûte une fortune, sauf qu'on n'est pas des pigeons en fait. Et si vous voulez acheter des sous-vêtements pas chers, vous allez à Cotonil. Ou sinon vous avez d'autres marques aussi hein. Mais Cotonil c'est le plus connu et c'est le moins cher. Et c'est le mieux. Donc vous avez en fait des packs comme ça avec des lots. Il y a différentes tailles. Ça, je crois que ça a coûté 150 livres. Rien du tout. Ensuite, j'ai acheté plein de débardeurs à mettre sous les habits, etc. Vous voyez, petit débardeur comme ça sous le pyjama. Ou même à mettre comme ça en haut de pyjama s'il fait hyper chaud l'été. Donc j'ai pris du noir, du gris, du blanc. Toutes les couleurs. Ensuite, vous en avez pour les hommes. Vous avez des chaussettes en coton. Vous avez des pyjamas en coton aussi. Moi, ça, j'en ai pas acheté. À Cotonil directement, j'ai acheté ailleurs. Et il y a des serviettes aussi. Les serviettes franchement, repartez avec une bonne serviette de qualité bien grande qui restera pendant 30 ans chez vous. Pour les habits je suis allée à LC Waikiki. Je sais pas pourquoi ça a le nom de la plage hyper connue à Hawaï. Parce que pour ceux qui savent pas je suis une grande fan d'Hawaï. Donc quand j'ai vu ça j'étais là en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc en fait non, je suis allée checker sur internet, c'est un magasin turc. Donc voilà. Donc t-shirt blanc simple en coton qui n'est pas transparent. Donc voilà, franchement top. Deuxième t-shirt avec un motif très 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 agréable. Franchement, ils avaient plein de modèles, il y en a pour toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies. Ça c'est du M. Alors attention parce que par exemple là les sous-vêtements j'ai tout acheté en L alors que de base je fais du S. Donc comptez 2 tailles au-dessus. Et ça par exemple genre c'est du M, mais pour moi ça c'est du L. Genre ça c'est trop grand pour être du M. Donc ça taille pas pareil qu'en Europe. Donc
essayez et faites attention à ce que vous achetez. Ensuite, j'ai acheté un noir comme ça, un petit peu effet spirituel, éveil, donc franchement très beau gosse lui aussi. Non, franchement je suis hyper contente quoi. Et ensuite un autre avec un soleil et un petit peu de l'argenté dessus en blanc. Voilà, donc franchement 5 balles le t-shirt en coton, fait en Égypte. Où est-ce que... Mais où en fait? Où en fait vous allez trouver ça en France? Où? Expliquez-moi. Parce que franchement, je passe mon temps à aller dans les magasins et à ne rien acheter parce que soit la qualité ça va pas, soit le prix pour la qualité ça va pas. Là j'ai les deux. Voilà. Vraiment un indispensable si vous allez en Égypte, ramenez des trucs en coton. Et par exemple si vous voyagez et que vous avez droit à un sac, genre sac à dos quoi, n'hésitez pas en fait parce que Cotonil il est à l'aéroport du Caire. Donc vous prenez un gros sac Cotonil, dedans vous mettez tous les trucs que vous avez achetés, pyjama, serviettes, je sais pas quoi, de Cotonil, et vous gardez le ticket de caisse dedans. Et vous le gardez comme ça à la main et en fait vous allez passer, ils vont rien vous dire en fait pour l'embarquement. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer quand je suis partie à Khan El Khalili, j'ai acheté un petit parfum. Donc il est là, il se présente comme ça. Donc ça c'était 100 livres le gramme et dedans il y a 7 grammes il me semble. Alors ça du coup c'est moi qui ai fait le mélange, c'est du musc blanc en fond avec un truc, je me souviens plus du tout du nom, doré. Il y a le mot doré dedans, le mot or dedans. Et franchement ça sent hyper bon, avec le musc blanc derrière c'est hyper bon. Et en fait les roll-on comme ça quand vous les mettez pour que l'odeur elle dure, faut que vous frictionnez en fait. Ça c'est fait exprès. Ou sinon vous achetez directement dans un vaporisateur. Mais là le monsieur n'en avait pas, il avait soit lui le grand, soit un tout petit de 5 ou 3 millilitres. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai acheté une petite paire de sandales, donc les voici. Donc franchement ça c'est la meilleure qualité que j'ai pu trouver parce qu'elles sont hyper souples. Ça c'est génial parce qu'en gros la base sinon c'est soit vous marchez sur des feuilles de papier, soit vous marchez sur des briques. Je comprends pas en fait. Tu peux nous faire un truc correct, un truc souple. Ça m'a coûté 845 livres. Donc ça fait à peu près 16 €. Franchement pour la qualité, la semelle et tout c'est top. Elles sont hyper belles. Alors il y avait en noir mais en noir il n'y avait plus ma taille. Et vraiment en Égypte faites attention quand vous achetez des trucs parce que en gros chez nous on a un mot pour décrire ça, ça s'appelle esterbel. Esterbel ça veut dire genre du foutage de gueule. Clairement ça va vous dire du foutage de gueule. Parce qu'en fait j'ai pris, au début je lui ai dit du 41 les noirs. Et lui il m'a ramené les champagnes. Du coup je lui dis, enfin je me dis ok c'est pas grave, je vais les essayer c'est la même chose. Ensuite j'achèterai la paire en noir si elle me plaît. Donc j'essaye et tout, j'aime bien. Je me rends compte que cette couleur, bah, c'est très joli en fait. Il n'y a pas que le noir dans la vie. Mais je voulais en fait une paire noire pour remplacer ma paire de claquettes qui est noire. Histoire que je puisse mettre ça vraiment avec tout et n'importe quoi. Le gars, j'essaye d'autres chaussures et tout. Je me dis non mais tu sais quoi c'est bon je vais prendre elle mais en noir du coup. Parce que je voulais un truc pour remplacer mes claquettes noires. Donc il me dit ok. T'es sûre et tout en noir quand même, tu veux pas les autres, elles sont plus belles. Et je lui dis non en noir, je vais en noir. Et du coup, donc le gars, il me ramène la paire noire, je paye et tout, je pars. Et en fait, plus tard, je réfléchis comme ça et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il insistait pour que je prenne la champagne? Et pourquoi est-ce qu'il m'a ramené la champagne pour que je l'essaye? Après, je regarde sur la boîte, et sur la boîte, il y a écrit 40. Il n'y a pas écrit 41. Et moi, ma taille, c'est du 41. Donc, je me pose comme ça dans les escaliers du mall, je les mets, je me dis, bon, c'est limite. Mais du coup, j'ai compris que lui, il n'avait pas de 41 en noir. Et que moi, il a dû dire, ah ben à tout prix la paire noire, je vais lui ramener la noire, c'est pas grave, son pied il rentrera dedans quand même quoi. Donc vous voyez, faites attention à ce genre de truc, genre j'étais encore dans le mot, je suis retournée, je lui ai dit ouais je t'ai dit que je veux du 41, il m'a dit ouais mais il n'y a plus du 41, il n'y a que la paire champagne, je t'ai dit de prendre l'autre, tu veux pas m'écouter? J'ai dit mais tu m'as pas dit qu'il y avait plus de 41 en noir, s'il y avait plus en noir j'aurais compris, j'aurais acheté la champagne. Du coup donc je suis repartie avec celle-là, au final, donc... Enfin voilà, ici faites gaffe, genre quand je vous dis vraiment ça s'appelle esterbel, c'est esterbel, genre c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est très simple. Moi ma cousine chez elle, elle était en train de refaire des fenêtres et le gars qui n'est pas du métier, il a dit oui et tout, j'ai commandé ça, double vitrage avec le joint, je sais pas quoi. Et en fait, elle regarde le bon de commande, elle voit que c'est du simple vitrage, c'est pas du tout ce qu'elle a payé. Genre elle a pas payé pour ça. Elle va le voir, elle le chope comme ça, elle lui dit non mais tu te fous de ma gueule et tout, tu vas annuler cette commande et tu dégages en fait. Parce qu'au bout d'un moment j'ai pas le temps pour le foutage de gueule. Donc les gens ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, donc faites attention vous si vous voulez un truc en particulier.
faut que vous soyez ferme parce qu'ils aiment trop blablabla, blablabla, blablabla. Et moi j'aime pas les histoires de blablabla. J'ai dit je veux ça, c'est je veux ça. T'as pas, tu me le dis, tu commences pas à me casser la tête, à me ramener vers d'autres trucs. J'ai acheté une abaya super belle. Voici la star. Donc vous voyez ces deux couleurs, donc un bleu un petit peu vert d'eau et un rose pâle avec des petits strass. En bas elle est un petit peu ouverte. Donc vous voyez comme ça. Franchement très belle. Il y a écrit Made in Emirates. Donc franchement c'est carré et derrière du coup elle est juste rose pâle comme ça. Avec, il y a une petite ceinture, mais franchement ça sert à rien, vous la portez sans la ceinture, c'est 1000 fois mieux. Et il y a un petit foulard qui a les mêmes couleurs. Donc franchement ça, hyper beau. Et ça m'a coûté 2990 livres. Donc 60 €. 60 €, mais franchement, je vais à un mariage, je peux la mettre. Je vais à une soirée, je peux la mettre. Elle est carrée. Elle est carrée pour 60 €, franchement, c'est ok. Elle vaut le coup. Après évidemment guys, j'ai ramené des boîtes entières avec mes chocolats préférés, donc des Galaxy Flute. J'en ai ramené pour moi et pour mon frère parce que il est pas venu avec nous, mais quand on l'a appelé le dernier jour il a dit ouais je veux des Galaxy Flute. J'étais là en mode j'ai déjà anticipé, j'ai déjà acheté 2 boîtes. Il n'y a même pas besoin de demander. Il n'y a même pas besoin de demander. Vous voyez comment mon père il a compris pourquoi j'insistais pour avoir 2 boîtes. Il a dit ah t'es gentil toi. C'est juste, je réfléchis parce que si je ramène qu'une boîte, croyez-moi, il va me la voler cet enfoiré. Donc, écoutez, guys, il me semble que c'est tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai ramené avec moi. Il me semble que je n'ai rien oublié. J'ai pas acheté de produits skincare, j'ai pas acheté d'autres parfums. J'ai pas eu le temps, je voulais ramener plus de trucs, mais à cause de cette histoire de valise, j'ai pas pu. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Mais avant, je tenais à vous montrer une chose sur les billets de 200 livres, en fait. Parce que du coup, en fait, la monnaie en Égypte, c'est le livre égyptien. Et nous, on appelle ça guéné. Sur les billets de 200 livres, en gros, ici, il y a écrit Heb Bao Kemet. Donc en gros en égyptien antique, et la traduction en français c'est l'Égypte est la paix, ou l'Égypte est une terre de paix. Et franchement mon voyage en Égypte ça aura été énormément de sérénité et j'ai pu me ressourcer. Mais ne vous inquiétez pas, je ne termine pas d'une certaine manière ce vlog et ce voyage en Égypte. Parce que du coup pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon éveil spirituel, c'était très important pour moi de rentrer en Égypte pour tout ce que je vous explique à la fin de la vidéo sur l'éveil spirituel, que je vous invite à aller voir. Et franchement je vous ferai une vidéo pour vraiment vous parler de mon ressenti et de tout ce que j'ai vécu et traversé là-bas. Parce que peut-être que ça se voyait pas dans le vlog, mais il y a vachement de trucs qui se sont passés. Et en fait c'était littéralement les montagnes russes. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la dernière vidéo sur l'Égypte. Et oui, c'est déjà fini. J'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.